Deuxième séquence, la RSE, levier de performance dans l'entreprise. Pour ça, j'appelle à nous rejoindre Emmanuel Jarda et Pablo Santamaria, qui ne sont pas très loin, qui seront accompagnés pour les interviewer de Manon Lévy et Corentin Lallet. Bienvenue à vous. Cher Emmanuel Jarda, vous êtes, on dit, directrice de l'innovation d'une grande entreprise. On va dire laquelle? Vous l'acceptez? Bon, c'est le groupe Orange, qui est effectivement un très grand groupe, et vous partagerez avec nous finalement pas des certitudes, de l'engagement, des incertitudes aussi. On sent qu'il y a une forme de modestie dans l'approche qui est intéressante. Et puis Pablo Santamaria, vous êtes, on peut le dire, vous n'êtes pas issu de cette école, mais d'une école pas lointaine. Vous êtes ingénieur centralien de formation, je crois que vous êtes président de Centralectic. Vous êtes également président de l'association dont on parlera, Diag 26000, et vous dirigez une entreprise qui s'appelle Formatel. Vous êtes très engagé sur les sujets. J'en profite pour excuser l'absence, et c'est aussi ça le monde de l'industrie, des exigences qui surviennent au dernier moment, l'absence de Pierre-Alexandre Tellier, qui est directeur général en charge de la RSE, du e-business et de la communication du groupe Nestlé, qui vous présente ses plus plates excuses. C'est une urgence de dernière minute. Et nos deux étudiants, Manon Lévy. Manon, vous êtes étudiante de la filière environnement de l'EPF. Vous avez, alors vous aussi, vous êtes très engagée dans la vie associative. Vous avez notamment organisé un congrès sur l'innovation pour le futur sur le plan environnemental au sein de votre école. Et Corentin Lallet, vous êtes étudiant en 3e année de cette maison des arts et métiers. Vous êtes également chez Airbus Hélicoptère. Vous travaillez, je crois, sur la gestion des risques pour un nouveau programme du constructeur. Corentin, vous avez travaillé en amont d'ailleurs sur l'histoire de la RSE. Vous avez eu une démarche de préparation, d'engagement dont on va parler comme Manon. Vous avez essayé de comprendre l'origine de la démarche, de son émergence. Dites-nous un petit peu ce qu'est le fruit, en quelques minutes, de vos recherches pour qu'on soit tous à votre niveau sur le sujet. Alors, bonjour à tous. Alors, simplement, donc, quand on a préparé cette conférence tous ensemble, j'ai regardé RSE et pour être honnête, je ne savais pas du tout ce que c'était, alors que pourtant on le côtoie tous les jours. Donc RSE, c'est un cycle qui veut dire responsabilité sociale ou sociétale, ça dépend des papiers qu'on a entre les mains, des entreprises. Alors historiquement et rapidement, parce qu'en fait c'est pas très ancien, c'est un enjeu, c'est un constat. La RSE, c'est rapidement l'impact que va avoir une entreprise sur la société, de manière très diverse. Puisqu'officiellement, maintenant, on a une norme qui décrit un peu cette politique. Je pense qu'elle va être évoquée plusieurs fois sur cette table ronde. C'est la norme ISO 26000. Donc, c'est une norme internationale qui n'est pas certifiante. C'est-à-dire qu'on ne certifie pas une entreprise ISO 26000, mais on l'évalue par rapport à des critères. Et alors, parmi ces critères, on en a plusieurs, comme la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, l'environnement, loyauté des pratiques, les consommateurs, les communautés et même le développement local. Voilà rapidement ce qu'est la RSE. Merci beaucoup, Corentin. Peut-être un premier tour de table, si vous le voulez bien. On l'a posé comme une affirmation, la RSE, levier de performance. Est-ce une évidence? Est-ce que la RSE est, par essence, un levier de performance? Qui veut commencer? Qui veut réagir? Moi, je veux bien. Ça fait 4 ans que je cherche à ce que ce le soit. Pour moi, c'est pas du tout évident que ce soit un levier de performance, même si ça serait vraiment super que ce le soit. Donc, quand on commence à travailler dans la RSE, on fait ce qu'on appelle les dialogues parties prenantes. Donc, on va rencontrer toutes les parties prenantes business, clients, fournisseurs, la société civile aussi, des blogueurs, des ministères, et puis tout ce qui peut être social au sens salarié. Et en fait, moi, quand j'ai fait ces premiers dialogues parties prenantes, eh bien, j'ai rencontré en tête-à-tête 150 personnes, et il y en a 2 qui m'ont dit, parmi 150, donc elles choisiraient un fournisseur qui soit plus responsable, même s'il était plus cher. Mais voilà, ça fait que 2. Quelle nature d'acteurs, d'ailleurs, à titre anecdotique? Alors, les acteurs, c'était, je peux les citer, c'était l'Université de Lille 2,
Donc voilà, une université publique, et l'autre Bio Nature qui fait tous les thés, les petits gâteaux bio, enfin qui est vraiment dans le bio. Ouais, c'est un engagement, c'est dans leur code génétique. Manon, tiens, au premier abord, je vous prends comme ça au pied levé. La RSE, c'est forcément un levier de performance. Comment est-ce que vous abordez le sujet? Je pense pas en tout cas que ce soit un frein à la performance. Dans mes petites expériences professionnelles, si je peux dire ça, vu que je suis encore étudiante, j'ai eu l'occasion de faire des stages. Et aussi dans mon entourage, j'ai quelques exemples qui sont plutôt positifs dans une politique d'application de la RSE en fait. D'entrepreneurs très engagés sur la RSE. Oui, voilà. Pour ça. Donc mon père. Désolé, on se qui dit est un bon exemple pour moi dans ce cadre-là en tout cas, pas juste parce que c'est mon père, mais parce que c'est un chef d'entreprise, d'entreprise de PME. En très fort développement, pour le coup, je suis allé regarder un peu l'histoire. Oui. C'est bientôt, la fin pour lui dans cette entreprise-là, je veux dire. Mais merci pour lui. Excusez-moi. Mais très tôt, il a compris que prendre en compte son environnement, tant social qu'économique, ça servirait à son entreprise. Et les années l'ont prouvé. Au début, personne n'y croyait vraiment, mais tant dans ses fournisseurs que dans ses clients. Mais finalement, l'application de cette stratégie en fait, a fructifié sur du long terme, parce que c'est vrai que si on pense sur du court terme, on ne peut pas tout de suite voir les avantages, mais si on pense sur du long terme, promouvoir, je sais pas, le commerce local, les circuits courts, l'utilisation de matières renouvelables et pas de matières finies, même si elles sont peut-être plus performantes dans un premier temps, sur du long terme, il n'y en aura plus, donc il faudra trouver une solution à un moment ou à un autre. Je pense que tout ça, c'est la RSE. Et donc en filigrane, voilà. Ça veut dire peu importe, de toute façon, hors RSE, point de salut, on sera obligé d'y venir. C'est ce que je pense en tout cas. Et voilà une conviction profonde. Et ce que j'apprends aussi dans ma formation. Mon cher Pablo Santamaria. Oui, moi je crois qu'il y a quand même un grand risque d'imaginer que parce qu'on fait de la RSE, tout d'un coup, poum, on va voir la performance qui explose. Donc ça, il ne faut surtout pas, je pense, tomber dans ce biais-là. Mais on disait tout à l'heure dans la table ronde, là, il y a des interrogations sur comment trouver des raisons, des méthodes pour travailler sur autre chose que du financier. Donc la RSE, quelque part, pour moi, c'est très proche de ça. D'ailleurs, vous avez évoqué redonner du sens à l'entreprise. Et la semaine dernière, je crois que c'était les Échos, où il y avait quelqu'un qui était le leader responsable. Et il y a quelqu'un qui a cité comme initiale de RSE, justement, redonner du sens à l'entreprise. Donc on est vraiment là-dedans. Et c'est vrai que je pense que dans vos écoles, on doit d'ailleurs vous parler d'autres stratégies pour essayer de faire bouger les choses. Moi, quand je suis rentré dans le monde du travail dans les années 80, il y avait les démarches qualité totale. Donc on n'avait pas encore Excel, il n'y avait pas encore Lotus, il n'y avait pas autant d'outils informatiques qui écrasaient l'aspect humain, entre guillemets. Mais dans les démarches qualité totale, c'était aussi une manière de se remettre sur le long terme. Donc il y a eu derrière aussi, il y a toutes les modes de lean dont on a dû vous parler. Donc c'est vrai qu'assez fréquemment, les ingénieurs vont chercher des méthodes pour faire bouger, pour structurer leur business et gagner en performance. Et le gros intérêt de la RSE, c'est que ça nous amène à la fois sur le long terme et sur un ensemble de parties prenantes auxquelles on ne pense pas forcément quand on regarde qu'à l'intérieur. Il est intéressant le parallèle avec la qualité totale. Vous disiez même dans le vocabulaire qu'on y retrouvait beaucoup de points communs. On retrouve beaucoup de points communs. Si on regarde quand même un petit peu ce qui s'est passé sur notre planète, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a eu la qualité totale. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de normes ISO 9000, donc on demandait d'abord aux hommes de travailler entre eux. Il y a peut-être des gens de l'AFNOR dans la salle, mais c'est vrai que les normes de temps en temps font du bien, puis à d'autres moments elles écrasent parfois un petit peu trop. Mais donc à l'époque de la qualité totale, on apprenait d'abord à résoudre nos problèmes, et d'ailleurs on parlait, on engageait les directions générales à l'époque en commençant par chiffrer la non-qualité qu'on pouvait gagner. Et derrière, on a quand même senti, et je crois que ça s'est vécu aussi au niveau de la façon dont le lean est implémenté dans les entreprises, à la fois l'arrivée des normes et l'arrivée d'Excel et du reporting à outrance qui peut faire beaucoup de dégâts. On a eu quelque part l'impression qu'on oubliait l'humain et qu'on
qu'on était beaucoup trop sur les normes et les outils. Donc là, quelque part, ce qui est génial, enfin, ce qui me semble un nouveau souffle avec les RSE, c'est justement que tout d'un coup, on revient sur quelque chose qui est moins certifiable, qui est plus cerveau gauche, quoi. Manon, je sais que vous avez une question et une sensibilité toute particulière sur les écosystèmes et la capacité d'appropriation de la démarche. Si on parle d'industrie, on ne parle pas que de très grosses entreprises ou de grosses entreprises, on parle aussi de plus petits acteurs, des PME ou des TPE. Enfin, tout ça, c'est un réseau capillaire, donc tout le monde fonctionne ensemble, et s'il y en a un qui ne fonctionne pas, en général, ça remonte assez vite. Donc moi, je me demande si la RSE, enfin, comment on peut appliquer la RSE à toutes les échelles, en fait, et notamment peut-être à de plus petites échelles. Parce qu'avant, on parlait notamment des grands groupes qui réussissent à appliquer l'éthique à tous les échelons de l'entreprise, mais pour des plus petites structures qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un pôle RSE ou un responsable RSE, est-ce que finalement elles peuvent appliquer la RSE correctement et si oui, comment? Sinon, pourquoi? Votre avis, cher Emmanuel? Il y a un principe dans la responsabilité, c'est effectivement de travailler sur toute la chaîne, amont et aval, pour faire en sorte que, en tant qu'entreprise et donc envers ses fournisseurs, on s'assure qu'eux-mêmes soient responsables et on leur demande de s'assurer à leur tour qu'ils soient responsables et ainsi de suite. Donc de signer des chartes comme ça globales sur toute la chaîne, donc ça peut aider. Mais c'est vrai que pour continuer ce que disait Corentin, sur la RSE, donc tout ce qu'il y a dans l'ISO 26000, il faut voir que c'était quand même une norme au départ pour les entreprises cotées, que maintenant, donc c'est le décret 2014, c'est descendu à toutes les entreprises qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis plus de 500 salariés, ce qui fait à peu près 2600 entreprises en France. C'est les belles ETI quand même. Voilà. C'est ça. Mais donc ces entreprises-là ont une obligation de donner des chiffres, donc qui sont dans le rapport RSE, qui sont obligés de donner de l'information, mais n'ont même pas d'obligation d'être meilleurs que l'année d'avant, ou d'obligation de chiffres qui soient supérieurs ou au moins égales à une certaine norme. Ça n'existe pas. Et comment est-ce qu'en tant que commanditaire, on peut jouer un rôle commanditaire, donneur d'ordre, grand groupe, on peut jouer un rôle de contamination, vertueux ou pas, sur son écosystème quand on est Orange, par exemple? C'est ça. Alors, d'un autre côté, c'est tellement complexe, toutes ces histoires de normes, que quand c'est des toutes petites entreprises, c'est leur demander de remplir tous les critères, ils vont passer 3 mois à remplir la manière administrative plutôt qu'à faire le produit ou le service attendu. Donc, ça peut être totalement mortel. Donc, c'est plutôt des chartes d'engagement comme ça. Et puis, on essaye de mettre en lumière justement des startups qui pourraient être dans l'économie sociale et solidaire, qui pourraient être innovantes, exemplaires, voilà. Manon, si vous êtes d'accord, on va demander à Pablo, il y a de bonnes nouvelles, il y a des gens qui quand même travaillent à essayer de transcrire, adapter, rendre digeste des normes pour les plus petits acteurs. Mais ce qui était intéressant, c'est quand on a vu effectivement la norme ISO 26000 arriver, c'était qu'elle, a priori, elle concernait toutes les tailles d'entreprise. Donc, quand on a vu arriver la norme ISO 26000, a priori, c'était une norme qui concernait tous les types d'entreprises, puisqu'il n'y a pas de taille minimum pour se lancer en RSE. Et par contre, le seuil d'entrée dans la norme était assez élevé, parce qu'elle n'est pas... je ne sais pas si vous avez essayé de lire une norme, mais c'est jamais... donc, il y avait d'excellents ouvrages. C'est pas de la grande littérature. C'est pas de la grande littérature, non. Donc, il y a rapidement beaucoup de livres qui sont sortis sur le sujet, mais c'est pareil, c'était des heures de lecture et autres. Donc, en fait, ce qu'on a fait à Centrale Éthique, c'est qu'on a utilisé la neutralité de l'association, puisque c'est... une association, ce n'est pas un but lucratif, pour faire travailler ensemble des experts qui sont par ailleurs parfois concurrents, et pour travailler donc sur un diagnostic basé sur cette norme, mais qui ne comprennent plus de gros mots, entre guillemets. Par exemple, si on essaye de demander à un ouvrier qui n'a jamais entendu parler de la norme, est-ce que ta boîte respecte le principe de redevabilité, il risque de ne pas passer à la question suivante. Donc le but du jeu, c'était de trouver des phrases en français, compréhensibles par n'importe qui, et qui puissent permettre à quelqu'un, un jour en prenant un café, en disant je vais passer
consacrer une dizaine de minutes, je vais renseigner cette grille et je vais voir effectivement où se trouve ma boîte sur ces 7 grosses questions centrales. Et ce qui nous semblait aussi important, puisqu'on a parlé du management tout à l'heure, et du fait que tout le monde dans une entreprise doit être concerné, ce qui est un petit peu dommage aussi avec souvent les démarches RSE, c'est qu'il y a quelques experts dans l'entreprise qui vont s'en préoccuper. Or, la RSE, c'est l'affaire de tout le monde, on le dit partout, et les parties prenantes externes, mais aussi internes en tout premier lieu. Donc, on a la chance là d'avoir une grille, comme on a fait l'effort de la traduire pour que n'importe quel ouvrier puisse la comprendre, ça tombe très bien. On peut proposer à n'importe quel ouvrier dans la structure de faire l'exercice, de dire voilà, qu'est-ce que je pense moi de ma démarche RSE. Et je peux vous dire que quand on cumule ça et qu'on regarde les différences de perception entre le COMEX, enfin quand il y en a un, ça dépend de la taille, parce qu'effectivement dans les petites structures, on parle peut-être pas de COMEX, mais c'est toujours très intéressant de travailler effectivement sur la différence de perception entre les dirigeants, les cadres et les employés lambda, parce que ça veut forcément dire que soit le dirigeant surjoue, soit peut-être il sous-communique dans certains cas, donc c'est pratiquement un audit de communication. Donc le but du jeu, c'était effectivement que les toutes petites structures puissent aussi jouer avec cette norme qui, quelque part, les concerne. Mais le coût peut être un frein aussi dans l'accès à ce genre. Le coût peut être un frein, c'est pour ça qu'on a décidé que de toute façon, c'était gratuit à titre individuel, et l'association, en fait, promeut une preuve d'engagement qui est valorisée 500 €. Donc là, on sait que même les toutes petites structures peuvent se permettre de dépenser ce budget qui est quand même très raisonnable, quoi. Une logique de quasi open source dans le mode de distribution. Corentin, je sais que vous avez des questions sur le volet innovation-recherche, je crois, de la démarche RSE. Absolument. Alors en fait, une des thématiques qui est englobée dans la RSE, c'est l'engagement sociétal. Et ça tombe bien qu'on soit dans une école d'ingénieurs, même dans une école tout court. C'est que donc moi, j'ai envie de rapprocher l'engagement sociétal à la formation. Et à la formation initiale, celle des jeunes, et la formation continue, celle des actifs. Aujourd'hui, quand on pose la question aux entreprises si l'innovation est un facteur clé de performance, il y en a 81% qui répondent oui. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a 80% d'entreprises qui ont les moyens de s'axer là-dessus, mais ils répondent oui. Et donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle place on peut donner à la formation, initiale ou continue, pour implanter la RSE dans les entreprises? Ou autrement dit, comment travailler avec les jeunes et avec nos salariés pour implanter la RSE via l'innovation? Est-ce qu'il faut que je reformule une troisième fois? Non, c'est bien. Ça va être compliqué? Mais non, ça va, Corentin. Vous avez été parfait dans la formulation. Et Emmanuel, je sais pour que faire vous... plaisir à mon directeur qui est là de parler de formation, c'est pour ça. Alors, je vous laisse faire plaisir à votre directeur. Emmanuel. Alors, il y a quelque chose qu'on a lancé chez Orange et qui correspondait, donc après avoir rencontré les parties prenantes, comme je vous disais tout à l'heure, qui répondait vraiment à une attente. C'était toute l'animation de l'écosystème, et ils nous disaient, vous, dans votre entreprise, en plus, vous êtes vraiment sur les nouvelles technologies, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies? Donc on a lancé ce qu'on appelle des hackathons, qu'on fait de manière très régulière, qui permettent de lier à la fois des étudiants, à la fois des salariés, et n'importe quelle personne de la société civile qui peut venir participer, sur des thèmes parfois très techniques. Qu'est-ce que le big data va changer dans nos métiers? Qu'est-ce que la blockchain va pouvoir m'apporter dans mon métier ou personnellement? Ou alors des thèmes très RSE, comment utiliser les nouvelles technologies pour lutter contre les réchauffements climatiques, pour trouver des solutions à l'égalité professionnelle homme-femme, pour trouver des solutions innovantes pour les seniors ou les handicapés. Et donc, pour moi, ça c'est vraiment... et d'ailleurs, ça compte comme formation pour les salariés. Donc ça lie vraiment à la fois la partie RSE, parce que ce sont des thèmes de responsabilité sociale pour la plupart, ou même quand c'est des thèmes techniques, c'est de la responsabilité sociale, parce que le fait, ce que disait Henri avant, le fait de continuer à former les collaborateurs, et donc sur toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, ça fait partie de la responsabilité de l'entreprise. Et c'est compté comme formation pour les salariés.
Donc c'est vraiment lié. Et à partir de ça, on arrive en mélangeant donc tout plein de personnes de l'écosystème à avoir des solutions super innovantes auxquelles une personne n'aurait pas pu penser toute seule, qui tiennent compte des vraies réalités puisqu'on part de vrais cas clients. Donc on travaille en design thinking. Donc on apprend non seulement des nouvelles technologies, mais on apprend aussi des nouvelles façons de travailler, donc toutes les façons de travailler des startups. On parlait tout à l'heure du lean, mais donc appliquer maintenant la mode startup, c'est du lean startup. Donc on applique ça, on applique le design thinking, on applique les méthodes agiles, on applique les méthodes creative problem solving. Donc toutes ces méthodologies des startups font partie pour moi de la formation et permettent d'être plus innovants. Je ne sais pas si... Si, ça répond complètement à ma question. Alors par contre, ça c'est vrai que quand on est un grand groupe, c'est beaucoup plus simple, hein. On a beaucoup de contacts, on a aussi les moyens de mettre en place tout ça. Par contre, et ça rejoint un peu la question de Manon avant, quand on est des PME ou des TPE, c'est un peu plus compliqué. Il y a même beaucoup d'entreprises qui sont assez hostiles à ce qu'on va appeler l'open innovation, etc. Donc ça va être un peu plus compliqué après là de jouer sur ces thématiques-là. C'est pas forcément une question, ça peut être aussi un constat. Hein. Mais la seule chose, c'est que je dis là pour partager. Que les PME se mettent ensemble. Hein. Généralement, quand on fait ce genre de hackathon, on le fait à plusieurs. Il y a plusieurs grands groupes, mais il y a aussi plusieurs PME, des startups qui participent. Quoi. Pablo Santamaria. En fait, il y a deux... Moi, j'ai entendu deux questions différentes dans votre question. Il y a d'abord l'influence de la formation initiale. Et ça, c'est vrai que si on veut que notre planète tourne autrement, c'est très important que nos grandes écoles, que ce soit d'ailleurs les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, se mettent très tôt à sensibiliser les jeunes sur des points importants et pas seulement le fait de développer un bilan exceptionnel. Après, au niveau de l'innovation et de la RSE, c'est vrai qu'il y a des liens qui ne sont pas triviaux, parce que souvent, quand on part sur une innovation, on est passionné et on va foncer tête baissée, entre guillemets, pour oublier plein de choses autour. Alors ça donne lieu à des choses spectaculaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques années, par exemple, de Fabrice Touré, là, qui avait inventé des équations absolument géniales, mais qui ont failli faire exploser le système financier américain. Mais donc, à côté des 26 000, on a travaillé sur d'autres problématiques, et en particulier, si vous allez sur le net, vous verrez un petit outil qui s'appelle diagir.net, qui est sur l'innovation responsable. Donc c'est effectivement quand un jeune ou un moins jeune d'ailleurs est complètement passionné par son innovation en disant j'ai une idée géniale, ça va marcher, l'aider à faire le tour effectivement de tous les volets, de toutes les parties prenantes concernées par cette problématique. Et donc il y en a un qui s'appelle diagir.net et il y en a un autre qui est plus difficile à trouver, mais qui est sur l'innovation responsable dans les projets TIC. Et bon, j'ai beau être dans une boîte où je me préoccupe de TIC au quotidien, quand j'ai animé le groupe de travail pour trouver les bonnes questions, j'ai moi-même découvert des choses sur les consommations. Par exemple, on parlait de la blockchain, là, pratiquement personne ne parle de l'empreinte anthropique de la blockchain. Donc c'est une innovation géniale d'un côté, mais à côté de ça, ça va, d'un point de vue carbone, c'est catastrophique, quoi. Donc c'est très compliqué quand on innove de prendre le temps de tout regarder autour, et la RSE peut nous aider. Et voilà entre nous un sujet qu'on n'avait même pas imaginé, l'empreinte carbone de la blockchain. Oui, non, tout dépend où sont les mineurs, en fait. Si c'est comme aujourd'hui, la plupart des mineurs sont en Chine. Effectivement, toute l'énergie provient principalement du charbon. Alors que si on essaye de faire des mineurs avec des blockchains privés, ça peut être de l'énergie qui provient d'ailleurs. Donc, un peu plus responsable. Je voulais rajouter un point, et c'est vrai que quand on fait de l'innovation, et notamment pour tous les ingénieurs qui sont ici, moi je me suis heurtée à un problème pour mon cas particulier ou mon projet particulier qui est un bracelet connecté pour la sécurité, c'est de pouvoir le faire en France. C'est pratiquement impossible. Donc si vous voulez trouver un métier d'avenir, créer une filière, comme l'a fait d'ailleurs le Fairphone, donc le téléphone qui permet de regarder d'où viennent les matériaux, de s'assurer que les filières sont le plus responsables et éthiques possible, qu'ils font des audits en Chine pour s'assurer que les lois du travail local sont bien respectées.
Donc, même si c'est pas 100% top, parce qu'eux-mêmes le disent que c'est impossible, au moins c'est une filière et ils ont été dévalisés dès qu'ils ont mis sur le marché ce téléphone. Et donc, pour toute la construction des nouveaux objets connectés, il y a énormément de possibilités. Manon avait une question, je crois. Du coup, simplement pour revenir sur ce que vous avez dit tous les deux, c'est vrai que si on parle d'innovation donc pour la RSE, donc de solutions, donc on peut penser à des solutions incroyables qui vont, je sais pas, changer le monde ou des grandes choses, mais pour moi en tout cas, une innovation c'est pas forcément ça, c'est aussi juste des petites habitudes à changer ou des façons de faire un peu différentes, mais pas forcément une énorme chose. Et du coup, je me demandais si finalement, pour arriver à intégrer la RSE, que ce soit dans des très grandes entreprises ou des plus petites, parce que je pense que tout le monde à son échelle peut faire quelque chose, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer peut-être plus rapidement ou plus facilement les jeunes qui peuvent être peut-être un peu plus sensibles à ces sujets-là? En tant qu'acteurs de la transformation, et comment les attendre sur le sujet? Ils ont une sensibilité, c'est évident. Ça serait vraiment dommage de laisser les jeunes sur le bord de la route, hein. D'ailleurs, il y a des choses qui sont en train de monter. Je pense en particulier même aux stratégies, je ne sais pas s'il y en a dans les grands groupes là dans la salle, mais les shadow COMEX carrément, oui. c'est-à-dire qui est d'ailleurs... Accor, il y a 2-3 groupes qui ont fait ça. Ouais. Qui est une manière effectivement de faire réfléchir les jeunes, pas seulement sur des petits problèmes à leur niveau, mais carrément de leur demander de cogner les décisions du COMEX. Vous connaissez ça? Donc il y a des boîtes qui vont assez loin là-dedans, hein. En fait, ça veut dire qu'on prend des jeunes qui normalement n'ont pas les responsabilités du COMEX, mais on leur propose les stratégies du COMEX et on leur demande si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises et qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme idée autour de ça. Donc il y a des boîtes qui vont très très loin là-dedans, hein. C'est pas forcément de la RSE, hein, mais si vous êtes acteur du changement, c'est un moyen d'influencer de façon... Et c'est que l'organisation a reconnu l'intérêt, la spécificité ou la vertu de faire travailler COMEX Shadows, une espèce de réplique et on vous soumet les questions stratégiques de la direction, du top management de l'entreprise, de la direction, pour voir. Et je crois qu'il y a des pistes qui sont largement exploitées et tirées. Oui, en plus, je pense que c'est une manière de garder en plus les jeunes au potentiel. Généralement, ils ne mettent pas n'importe qui dans ces stages de COMEX. Mais je pense que c'est aussi une manière de former les jeunes au paradigme, au choix qu'ils vont devoir faire. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, la table ronde précédente, on parlait du manager éthique et responsable. Mais il y a des décisions qui sont terribles à prendre. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est en train de se passer sur Lafarge, là. Oui. Ça y est, ils ont un procès au derrière à cause de ce qui s'est passé, de ce qu'ont fait leurs managers dans une usine en Syrie. Et quand on ils ont en tête ce que nous disait Henri Ducret, qui dit qu'est-ce qui peut faire tomber un groupe aujourd'hui? Un problème d'ordre éthique. Oui, mais pour avoir écouté justement, c'était Colomb là, qui en parlait, on était dans une autre conférence à l'Académie des sciences morales et politiques, il n'était pas en Syrie, mais le dirigeant de l'usine en Syrie, il a pris une décision qui, en son âme et conscience, était la plus éthique qu'il pouvait prendre à ce moment-là pour protéger son personnel et la famille de son personnel. Donc, c'est pas, pour être un manager éthique responsable, il ne suffit pas de dire je prends la bonne décision. Des fois, la bonne décision, elle n'est pas du tout triviale à prendre, hein. Donc je pense que les Shadow COMEX aussi ont l'intérêt de montrer très vite aux jeunes qu'il n'y a pas le bon grain est livré, quoi. Et c'est dans les deux sens. C'est une logique d'échange ou de maturation des deux. Complètement. Des deux types d'acteurs. Alors j'ai un cas de conscience parce que allez-y Emmanuel, le temps tourne, mais allez-y, je vous en prie. Je voulais remercier pour la question parce qu'effectivement la part de chacun est super importante. C'est la part du colibri. Et je vais prendre je vais retourner le fait, c'est que ensuite, je voulais retourner la question, c'est que quand il y a des jeunes qui arrivent justement avec des valeurs, des exigences comme ça qui sont un peu encore toutes neuves, où il n'y a pas eu énormément de décisions à faire, et donc c'est peut-être plus facile de se dire, pour être
à l'aise, droit dans mes baskets, voilà ce qu'il faut faire. Je pense que c'est aussi à vous de montrer les situations, d'alerter et donc de refuser des choses que vous ne trouverez pas. Parce que, alors c'est pas pour excuser, mais peut-être en expliquant, enfin, c'est l'effet de la grenouille. Hein. Quand on met une grenouille dans l'eau froide et qu'on fait chauffer peu à peu, en fait, elle ne s'en rend pas compte. Et je pense que quand on travaille depuis longtemps dans une entreprise, on ne se rend pas forcément compte de toutes les choses qui seraient peut-être vraiment aberrantes pour un œil tout neuf. Alors, comme je vous le disais, j'ai un petit quai de conscience sur le timing. Je vais vous livrer une réflexion qui était une question posée, mais on pourrait refaire un autre débat sur le sujet, mais on va le garder avec nous. On regarde, ou peut-être on peut considérer, on verra avec l'équipe des organisateurs, si ce n'est pas un sujet pour l'année prochaine. C'était quoi votre question, Corentin? Ça va faire plaisir sur à le big Emmanuelle data. Jarda parce qu'elle en parle un petit peu comme ça, c'est les big data. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, en plus en lien avec tout ce qui est cybersécurité, etc. C'est un peu comment anticiper le service client, hein, la demande, le besoin, à travers les big data, sachant que les big data aujourd'hui, ça englobe tout ce qu'on communique, hein, données, GPS, etc. Et comment on peut s'en servir en respectant l'éthique pour, on va dire, anticiper le besoin de nos clients. Là, on va toucher à des questions éthiques intéressantes. On y reviendra peut-être sur la dernière table ronde, et sinon, je vous donne rendez-vous pour un autre débat. Mais ça montre à quel point vous êtes vigilant et pertinent dans la détection des sujets montants à venir. En tout cas, merci à nos intervenants, que nous pouvons applaudir. Merci à Pablo, merci à Emmanuelle Jarda, merci à Manon.